Et j'appelle Fabio Armand, donc, qui va nous parler de Kancho Bayu et Paku Bayu, esprit en transformation entre crudité et cuisson, rituel funéraire inassouvi et pratique chamanique au Népal central. Et je demande pardon pour la prononciation de ces 4 mots. Je te remercie. Et comme tu as bien dit, après avoir traversé les Alpes, fait un petit voyage en Corse, on se déplace plus vers l'est et on arrive au Népal. Et on continuera plus tard avec Stefano dans ce parcours vers l'est toujours. Et dans cette contribution, j'aimerais parler du domaine et au Népal et en Himalaya donc. Mais avant de bien aborder les rituels funéraires propres aux autres castes Baoun et Chetri qui habitent dans la partie centrale de cet État, j'aimerais trouver avec vous un petit accord terminologique sur des notions fondamentales qui nous permettent ensuite de bien comprendre les différents rituels funéraires. Donc, le premier terme, c'est le mot Atma. J'ai choisi de faire ce parcours terminologique car les notions de Atma et de Sharira, de corps par exemple, sont assez différentes de celles que nous trouvons dans nos philosophies et dans nos croyances et en quelque sorte occidentales. Donc, pour définir le mot Atma, on peut dire qu'il s'agit du principe individuel qui porte en lui une étincelle qui représente le principe créateur, le Brahma, qui en quelque sorte peut être défini comme l'absolu ou comme le logos en général. J'ai choisi ensuite, ces 2 citations sont tirées de la Bhagavad Gita. J'ai choisi ce texte car il est très accessible, donc il est facile même pour vous d'y accéder sans devoir chercher des traductions qui sont peut-être plus difficiles à trouver. Et dans la première citation, vous trouvez par exemple cette idée où on met déjà en évidence une dichotomie entre une idée d'esprit et de corps, de Atma contre Sharira, le corps. Pour définir ce mot Atma, il nous dit cette citation le Atma, il est non engendré, il est permanent et il est ancien, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que l'Atma, il n'est pas éliminé, détruit, lorsque le corps, par contre, il est détruit. Donc voilà cette dichotomie entre esprit et corps. Et dans la deuxième citation, par contre, j'ai voulu mettre en évidence un autre aspect qui est très intéressant et qui souligne encore une fois cette dichotomie. Et en effet, la Bhagavad Gita nous dit que tout comme un homme, il change ses habillements, ses vêtements, de la même façon, notre Atma, il acquiert de nouveaux corps après avoir rejeté le vieux corps. Donc voilà que cela, il présuppose une idée de cycle et de renaissance, de changement de corps physique. Un autre aspect important est celui donc de corps, de Sharira. Et grâce à cette notion de corps, on peut passer en quelque sorte avoir cette idée de cycle de renaissance. Donc le corps, il devient un élément fondamental dans cette relation et avec l'Atma et avec notre esprit. Et nous pouvons dire que le Sharira, que le corps, est en quelque sorte une enveloppe formelle de l'Atma. Mais ce n'est pas si simple, car le Sharira, il y a une vision tripartite du corps. Donc, on n'a pas seulement un corps physique, mais il y a 3 différents types de corps qui revêtent notre Atma. Vous le trouvez ici dans cette diapo. Il y a le Stula Sharira, qui est notre corps physique. C'est un corps brut et le contenant le plus superficiel de l'Atma. Il est une enveloppe matérielle qui est activée par le prana, qui est le souffle vital, qui est dérivé directement du principe créateur du Brahman. Il y a ensuite un autre type de corps, il s'agit du Sukshma Sharira,
que j'ai traduit comme corps subtil. C'est un corps énergétique qui est toujours activé par le prana, mais au moment précis où le corps physique il a été éliminé après les rituels de crémation. Donc c'est un corps que nous verrons plus tard qui doit être recréé. Et ensuite, il y a encore le dernier type de corps qui est un corps intuitif, qui est encore une enveloppe formelle la plus intérieure de l'Atma. Et en quelque sorte, nous pouvons dire que le Karana Sharira est le niveau plus profond de l'asservissement et à la réalité sensible. Donc c'est ce qui permet à l'Atma d'être en quelque sorte relié à notre réalité sensible. Alors voilà que ces considérations ils nous permettent de mettre en évidence une vision de renaissance. Et cette vision, le cycle de ce samsara, il est en relation très étroite et avec une idée de moksha, que nous verrons maintenant qu'est-ce que c'est plus dans le précis, et c'est en quelque sorte un processus d'équation entre le Atma et le Brahman. Donc c'est une sorte de fusionnement de notre Atma avec son principe créateur. Nous pouvons donc dire que l'Atma, il se retrouve et à devoir renouveler continuellement sa forme physique. Il y a donc une renaissance continuelle dans un corps physique. Mais en réalité, le vrai but de l'Atma est celui de se libérer de ces contraintes qui sont imposées par la forme du corps. Et le vrai but, c'est celui d'atteindre le moksha. Le moksha, c'est donc la libération de ce cycle continu de renaissance, et c'est le fusionnement de l'Atma dans le principe créateur du Brahman. Là, ce sont donc des notions que j'ai un peu simplifiées, mais c'était pour vous faire comprendre ce que je dirais maintenant, car nous parlerons plus dans le spécifique des pratiques funéraires, des rituels de la mort auprès des autres castes de Baoun et Chetri et au Népal central, et chez cet autre groupe ethnique qui vit dans la vallée centrale. Pour ce qui concerne le rituel de la mort, on peut en quelque sorte parler de deux types de rituels principaux. Le premier est un rituel pour et avec le mort, qui représente un ensemble de mots et de gestes rituels qui commencent à l'agonie du mourant et qui arrivent jusqu'au moment de la crémation du corps physique. Et le deuxième type de rituel est un rituel de transformation, c'est la Shraddha Puja, qui commence et au moment où notre Atma perd son contenu physique le plus extérieur. Et c'est une transformation qui amène à la création du corps subtil que nous avons vu avant. Nous commençons donc très rapidement du premier type de rituel, c'est le rituel pour et avec le mort. Il s'agit donc, suite à la mort d'un sujet, les parents ils organisent une série de rituels préliminaires qui consistent dans la préparation du corps du défunt, et il le ramène au Mazangat, c'est le site crématoire pour la vraie phase de crémation. La phase de crémation est très importante car elle entraîne la perte du corps physique, et en quelque sorte, comme on voit en bas, notre Atma, il prend une forme nouvelle, c'est une forme sans le corps physique que l'on définit prête. Et toujours dans cette première partie du rituel, il y a deux aspects qui sont fondamentaux. C'est, comme je vous ai déjà dit, la recomposition du corps subtil du mort. Et ensuite, au cours de cette première partie, les parents doivent préparer des pindas, 16 pindas. Les pindas sont des boules de riz qui sont composées par de la farine, du sésame, de l'eau, du sucre, du yaourt, du gyu. Et jusqu'au moment de la crémation, et on commence par offrir 6 de ces 16 pindas. Et nous verrons ensuite que les autres 10 pindas sont très utiles, car ce sont des pindas qui vont chercher à recréer le corps subtil pour notre Atma. Donc voilà qu'après la crémation s'ouvre une nouvelle série de cérémonies complexes qui durent 13 jours.
Et c'est la période qu'on appelle Kriya. Et le moment le plus important de cette période est un rituel qui s'appelle Sapindikarana. C'est la restitution du mort, en quelque sorte. C'est une cérémonie qui se réalise le 10e jour de Kriya. Et au cours de ces 10 jours qui suivent le moment de la crémation, on offre les autres 10 pindas qui ont comme but de reconstituer ce corps physique, ce corps subtil pour notre atma décorporé. C'est très intéressant car ce Purana, il met en évidence très précisément de quelle façon il faut offrir ces pindas, ces boules de riz. Il nous dit que chaque jour, dans les 10 jours du Sapindikarana, il faut séparer chaque pinda en 4 portions. Donc, c'est une portion seulement va au prêtre, va à nourrir le prêtre. 2 autres portions vont et aux 5 éléments qui vont recomposer ce corps subtil, et une partie va au messager de Yama, qui est une sorte de seigneur de la mort. Et un peu plus loin, ce même Purana, il nous dit que chaque pinda offerte chaque jour, et on va reconstituer une partie spécifique du corps subtil pour notre atma. Donc, c'est le premier jour, c'est la tête. Le deuxième jour, c'est le cou et les épaules. Et vous pouvez continuer et à lire les différentes parties du corps qui vont se créer jusqu'au 10e jour. Nous avons donc vu qu'à la fin des 10 jours, et avec le Sapindikarana, notre Atma a un nouveau corps subtil. Après le Sapindikarana, il y a une autre partie du rituel qui est intéressante, c'est l'Ekodista Shraddha. J'ai oublié peut-être de vous dire une chose qui est assez importante. Chez ce groupe ethnique, on comprend très bien les enjeux qui sont liés à la difficulté pour l'Atma en quelque sorte d'être sans avoir un corps subtil qui est encore vraiment complet. Et en effet, chez ce groupe ethnique, il y a un prêtre qui cherche à entortiller l'atma qui n'a pas encore le corps subtil bien formé dans le Nahakapa, qui est une sorte de toile. Donc, le prêtre offre un corps transitionnel et en attente que les 10 jours de Sapindikarana soient passés, donc jusqu'au moment où notre atma peut s'incorporer dans son nouveau corps subtil recréé. Et alors, nous sommes, et au 10e jour, il y a un atma avec son corps subtil recréé, et il y a une nouvelle préparation de 16 pindas, c'est pour l'Ekodista Shraddha. Donc, l'Ekodista Shraddha est un autre rituel qui a comme but celui de tisser les liens de parenté entre le mort, les vivants et les ancêtres, ceux que dans la famille sont déjà morts. Et donc, l'Ekodista Shraddha est très intéressant car le rituel consiste dans la préparation de d'autres 16 boules de riz qui sont préparées pour le prêtre et pour les parents qui sont encore vivants. Et cette nouvelle préparation est faite dans un même pot. Donc, cela va souligner qu'il existe un lien de parenté qui est soutenu par un partage de la nourriture. Le fils encore vivant et le parent mort, ils vont manger les mêmes boules de riz qui ont été cuisinées dans un même pot. Et un autre aspect intéressant de l'Ekodista Shraddha, c'est qu'une troisième préparation de boules de riz va signaler l'arrivée de notre prêtre, donc de notre atma avec son corps subtil, chez le groupe des ancêtres, les pitres. Et on voit très bien en bas le passage, il y a l'atma, il y a le prêtre, donc c'est le corps subtil. Et dans ce moment de passage chez les ancêtres, il y a des enjeux très intéressants car il y a tous les liens qui sont retissés, les liens de parenté. Et à chaque fois qu'un nouveau prêtre entre dans le groupe des ancêtres, et en quelque sorte son arrière-grand-père, qui fait déjà partie des ancêtres, il acquiert une nouvelle forme, c'est celle de Visvedeva, et il peut continuer son parcours ou en réintégrant le cycle de renaissance ou en se libérant dans le moksha. J'ai résumé ici très rapidement car je pense que j'ai déjà passé mon temps presque. Et
Donc il y a la mort d'un sujet, il y a le rituel de crémation qui élimine le corps brut, le corps physique, les premières offrandes de Pinda, les 13 jours de Kriya, le Sapindikarana pour reconstituer le corps subtil pour cet atma qui a été décorporé, et le Ekodista Shraddha, c'est pour réaffirmer les liens de parenté. Donc on a une forme de prêtre, un atma revêtu de son corps subtil qui peut intégrer le groupe des ancêtres. Donc, après avoir vu cette transformation jusqu'au moment de l'intégration et avec le groupe des ancêtres, nous revenons en arrière, car il faut dire que la période de reconstitution du corps subtil est une période très dangereuse, est une période liminale très dangereuse, car l'atma se trouve dans un état fluide aérien qu'on appelle vayu ou bayu. Il représente donc une sorte de souffle volatile et à la quête d'un corps transitoire, et c'est la raison pour laquelle les groupes ethniques ils cherchent à l'entortiller dans un corps transitoire jusqu'au moment de la création du corps subtil et la transformation en prêtre. Là, c'est un autre schéma que je vous propose pour analyser le processus qui suit la transformation de notre atma en prêtre. Donc, vous pouvez voir, donc, il y a la mort de l'individu, il y a le prêtre, donc l'atma plus son corps subtil. Alors, si les rituels jusqu'à ce moment se sont réalisés de façon bonne, positive, il y a la formation d'un Pako Bayu. Donc, Pako, ça signifie un être cuit, et un être spirituel qui a été cuit. Et de conséquence, il est bien aidé par les Kuldeuta, ce sont des esprits qui sont liés aux ancêtres, qui l'accompagnent jusqu'au groupe des pitres et des ancêtres, et de conséquence, après 3 générations, il pourra ou revenir dans son cycle, dans le cycle de la Renaissance, ou s'il a de la chance, se libérer et se fondre dans le moksha. C'est beaucoup plus grave, par contre, dans le cas que vous voyez représenté sur votre droite, car si le prêtre n'arrive pas à accepter son nouveau état formel, ou par contre, si les offrandes rituelles ils n'ont pas un effet convenable, il peut donc se transformer en un Kancho Jakriti. Donc, j'ai cherché une étymologie pour Jagriti, j'ai trouvé le sanskrit Jagrati pour dire éveillé, donc en quelque sorte c'est un esprit qui est éveillé, ou on l'appelle aussi un Kancho Bayu. Un Bayu Kanchu, ça veut dire quelque chose de vert, qui n'est pas mûr, qui n'a pas été cuisiné, qui est resté cru. Donc il y a une opposition entre la cuisson et la crudité. Et c'est un esprit qui n'arrive donc pas à s'intégrer dans le groupe des ancêtres, qui reste bloqué dans la réalité sensible, et il reste lié à son individualité. Il n'arrive pas à se fusionner avec ses ancêtres. Pour chercher à éviter ce moment, on peut offrir à ce Kancho Jakriti une Sicha Puja. Une Sicha Puja, c'est un repas, une puja, qui consiste pour les castes intouchables, pour les Achut Jati, en une offrande de viande ou de poisson. Et pour les autres castes, Baun Chetri, par contre, c'est une offrande de kir. C'est du riz et avec du yaourt sucré. Une autre situation très dangereuse se réalise quand les rituels funéraires et les Shraddha Puja, elles ne sont pas accomplies d'une façon convenable. Dans ce cas, donc, il y a notre esprit, il y a notre prêtre que nous venons de voir, il se transforme en Kancho Bayu, et dans cette condition, il a toujours faim et il n'arrive pas à remplir ce désir de nourriture. Donc c'est une situation très grave, car le Kancho Bayu reste ancré dans le domaine de sa famille, et il continue à quémander de la nourriture et en créant plein de problèmes, par exemple, et en créant des malaises physiques et aux membres de sa famille, par exemple. On peut aussi dire que dans cette condition, cet esprit cru, on l'appelle aussi un Autareko Bayu. Ça va? Ah. Je prends des notes. Ah, bien.
Et le Nautare Kobayu, c'est un bayu qui n'arrive pas à prendre conscience de sa nouvelle forme et n'arrive donc pas à être incorporé. Nautareko, c'est du verbe utarnu, ce qui veut dire incorporer, et avec le préfixe de négation na, donc c'est un esprit qui n'arrive pas à se incorporer dans son corps subtil. Je vous propose rapidement un cas très typique de ce type, c'est par exemple dans les cas de mariage intercaste, donc entre un membre d'une caste intouchable, plus basse, donc par exemple une Achyut Jati, et une personne de caste plus haute, où j'ai supposé par exemple des autres castes Bawun et Kshetri. Il faut savoir déjà que le membre du couple qui appartient à la caste la plus haute, suite à un mariage intercaste, il est rabaissé de caste. De conséquence, quand il meurt, ses parents, ses ancêtres, ils ne l'acceptent plus dans le groupe des pitres, dans le groupe des ancêtres, donc il est en quelque sorte bloqué dans cette condition. Il continue à vivre dans son individualité et dans cette réalité sensible. Et c'est très dangereux car il peut se transformer en Nagatipare Kobayu. Un Nagatipare Kobayu, c'est un esprit qui se forme, qui est toujours un prêtre et avec son corps subtil, mais qui souligne un échec et à rejoindre le groupe des ancêtres et de conséquence la libération ou la rentrée dans le cycle des renaissances. Le Kanchobayu, donc, il est destiné en quelque sorte à hanter pour toujours sa maison et à provoquer plein de malheurs et aux membres de sa famille. Et il peut même acquérir la forme de Bhut. Là, vous voyez cette forme de Bhut, c'est une forme qui est très dangereuse. Un Bhut est un être qui reste vraiment attaché à son identité individuelle et à ses désirs inachevés. Et c'est un être que l'on ne peut pas nourrir complètement et on ne peut pas le retransformer en un pakobayu et en un esprit cuisiné. Mais on peut chercher et à assouvir sa faim et avec certains rituels. C'est ça. Alors, j'ai 5 minutes. J'ai une vidéo à montrer, donc je dois couper quelque chose, probablement. Je vais réfléchir quelques secondes. Bon, c'est très intéressant de voir que pour chercher à éviter cette transformation du Kanchobayu en Bhut, on peut offrir de la nourriture à ce Kanchobayu. Et par exemple, dans ce remarquable article de Stone, par exemple, où elle parle de certains rituels qui visent à nourrir pour la pacification, elle propose une solution temporaire, c'est pour nourrir le Kanchobayu, par exemple, et avec du paillo chamal, c'est du riz jaune, donc qui a été coloré et avec des épices. Mais malheureusement, c'est une solution temporaire pour chercher et à créer cette transformation de Kanchobayu en pakobayu bien avant que le Kanchobayu puisse devenir un Bhut. Il faut faire appel à un jakri ou à un dami, donc à un praticien rituel, à un chaman, qui peut réaliser une série complexe de rituels. Le Kalikane, par exemple, c'est un entre plusieurs rituels où le chaman il cherche à créer une deuxième crémation pour le Kanchobayu à le cuire en quelque sorte. Donc, on prend le Kanchobayu. Donc, Kali, ça signifie, c'est une idée liée à la chaleur. Kane, c'est le verbe manger, nourrir. Donc, on nourrit un Kanchobayu et avec de la chaleur pour le cuire, donc pour le transformer en pakobayu, en esprit cuisiné. Donc, je vous montre rapidement une vidéo et après, je vais aux conclusions. C'est une vidéo qu'un ami à moi qui est chaman, qui est un jakri, m'a envoyé il y a quelques mois. Je ne sais pas comment. Et cliquez simplement dessus. Non? Ah oui, ça va. Oui. Alors je le bloque une minute. Et
il m'a dit que ce rituel, il s'appelle le Pret Atma Koshanti Garnu, qui signifie Pret Atma, vous le comprenez, c'est l'Atma dans sa forme de prêtre. Shanti, ça veut dire paix, c'est la pacification. Donc c'est un rituel pour pacifier un Pret Atma, un Kanchobayu en quelque sorte, et il appelle aussi ce rituel comme un Agni-Bat Puja. Donc Agni, c'est le feu sacré. Bat, c'est le riz cuisiné. Donc c'est un rituel où le chaman, que vous verrez maintenant, il récupère du riz, il le fait passer à travers une flamme en récitant des mantras pour aller nourrir le Pretatma qui a été incorporé dans cette dame. Donc cette dame est une médiatrice. Elle s'appelle Dangre en népalais et c'est une médiatrice dans laquelle on a inséré un Kanchobayu qui n'arrivait pas à se libérer, lié à sa famille. Donc je vous montre maintenant la vidéo. Ah, est-ce qu'il y a le son? Bon, c'est pas... On ne voit pas très bien peut-être. Vous voyez qu'il prend du riz, il le lance à travers la flamme pour aller en quelque sorte... nourrir ce Kanchobayu. Vous n'entendez pas le son, mais à un certain moment, le Jakri demande à la dame si l'esprit est ressorti de son corps. Elle répond non, donc il continue à lancer et encore du riz à travers le feu pour nourrir le Kanchobayu. Et il continue à demander à la dame Castolagio comment ça va, est-ce que ça va mieux? Donc, pour conclure, Je te remets le truc. Ah, mais, oui, c'est là-bas. C'est des conclusions très rapides car je suis encore en train de travailler. Ah, merci. Et c'est la dernière, voilà. Oui, voilà. Je suis encore en train de travailler à une approche sémantique sur ces pratiques funéraires. Donc, vous vous contentez de ces conclusions et vous trouverez peut-être dans les actes une explication plus précise sur cette sémantique pour les pratiques funéraires au Népal central. Pour arriver à ces conclusions, je suis parti d'une réflexion qui a été conduite par Perry en 1985 dans un article qui concerne le symbolisme de la nourriture et de la digestion dans les pratiques funéraires de l'Inde septentrionale, et en particulier où il emploie une approche sémantique qui a été créée par Johnson, où il individualise dans le domaine de l'ingestion et de la digestion un facteur important pour la construction d'une vision du monde, d'une catégorisation du monde. Donc j'ai pris les données qu'il emploie dans cet article et j'ai cherché à les appliquer dans les documents narratifs et rituels que j'ai collectés au Népal. Et j'ai vu que dans mes documents, on pouvait créer en quelque sorte deux catégories sémantiques en opposition, en dichotomie. C'est la cuisson, donc tout ce qui est lié au pakobayu, au bayu qui a été cuisiné, donc il peut continuer son parcours dans l'intégration chez les ancêtres et ensuite vers le retour dans la réalité sensible, dans le cycle de renaissance ou dans le moksha. Et l'idée de crudité liée au Kanchobayu et au fait qu'il n'est pas cuisiné, qu'il est cru, qu'il n'est pas mûr. Et en employant ces deux catégories, en quelque sorte, les Népalais, ils ont construit des outils cognitifs qui leur permettent de transmettre aux autres personnes une représentation intuitive et surintuitive, donc voire surnaturelle, de la dimension de la métaphysique hindoue. Donc ils cherchent, grâce à ces catégories sémantiques, de reconstruire une vision du monde qui permette aux autres personnes qui font partie de leur société ou à des gens comme nous, que nous ne sommes pas membres de la société hindouiste ou des autres castes, de pouvoir appréhender leur vision métaphysique et cette idée de Atma, de corps subtil, et d'évolution dans le cycle des renaissances ou dans le fusionnement dans le moksha.
Je reprendrai mieux cette conclusion dans les actes, mais par exemple, ceux qui connaissent un peu les travaux que je conduis avec Christian Abri, nous cherchons à proposer une sémantique neurocognitive où on travaille sur une approche intuitive et surintuitive en opposition et avec une approche contre-intuitive, une génération cérébrale de tous les êtres surnaturels des Alpes et de l'Himalaya, par exemple, et cette sémantique nous aide à apprivoiser les connaissances contre-intuitives, donc scientifiques, cette génération neurocognitive de notre cerveau en tant que des êtres humains, à la transmettre comme des processus rituels et narratifs dans les sociétés locales. Je vous remercie pour l'attention. Merci Fabio. Des questions? Je voulais savoir, on a vu que le chaman, c'était un peu le dernier rempart, si jamais il y avait un esprit qui était justement pas cuit. Et je voulais savoir ce qui se passait justement si le chaman échouait. Si par exemple il y a un esprit que le chaman ne réussit pas à récupérer, est-ce qu'il y a quelqu'un après le chaman qui peut le faire, ou est-ce que l'esprit il est définitivement perdu et puis qui continuera à errer comme ça de manière indéfinie? Si le Kanchobayu se transforme en bout, il y a certaines pratiques, alors je remets, il y a certaines pratiques qui permettent de prendre ce bout et de, en quelque sorte, le relier à un lieu précis, à un hôtel ou à un temple au cours et dans cet endroit, les membres de la famille doivent continuer pendant toute leur vie à lui offrir des offrandes pour le nourrir. S'ils ne le nourrissent pas, il reviendra à chaque fois chez la famille pour créer des problèmes. Donc, il devient une sorte d'être semi-divin et en quelque sorte qu'on doit continuer à nourrir pour éviter qu'il crée des problèmes dans la famille. Donc, il y a quand même certaines pratiques qui permettent de bien apaiser aussi un bout. Mais c'est plus difficile car on devra faire ces offrandes, oui, ces offrandes pendant toute la vie, voilà. Toutes les générations. Oui. Mais toutes les générations, pas seulement une famille, mais celle d'après, toujours devra continuer. Il n'arrivera jamais à revenir du côté du Pacobayu, car il sera un bout seulement. Un Kanchobayu, il peut être transformé en Pacobayu, donc il peut être réintégré chez les ancêtres et continuer ensuite son parcours vers la Renaissance ou le Moksha. Donc c'est le fusionnement avec le Brahma. Mais le bout, par contre, non, il restera toujours bloqué dans cette réalité sensible, selon les témoignages collectés jusqu'à maintenant chez mes informateurs. Mais peut-être Stefano, mais je ne sais pas si en Inde il y a d'autres approches, car l'idée de bout et de bayu sont très différentes. Il y a une pluralité de croyances, une pluralité de rituels funéraires, une pluralité de définitions pour qu'est-ce que c'est un bout, qu'est-ce que c'est un bayu, qu'est-ce que c'est un prêtre. Donc chaque groupe, et en quelque sorte, il remanie ces notions et les interprète selon certaines approches. Donc c'est... Sì, devo dire che l'India, il subcontinente indiano è bellissimo proprio da un punto di vista culturale perché ha questo aspetto veramente poliedrico in cui troviamo tutte queste tradizioni. Io direi che affondano le radici soprattutto nella concezione della morte, del post-mortem nell'induismo, però poi abbiamo un insieme insomma di figure che sono appunto queste degli spiriti, gli spettri, i revenant, le larve, eccetera, eccetera, che si vanno a creare in particolare quando questo tipo di rituali non
non sono completati. Però è interessante perché attraverso un rapporto di scambio, interscambio di osmosi culturale, diciamo, tutta questa tradizione dei Pinda, che è tipicamente hindu, filtra nel folklore anche indigeno, quindi delle comunità cosiddette tribali, no? Effettivamente non è un termine molto elegante, ma le identificano così, le Janjati o Adivasi, no? I gruppi indigeni, e quindi troviamo una mescolanza veramente di elementi che è molto molto interessante. No, volevo ringraziarti per questo bellissimo intervento, che tra l'altro anticipa alcune delle cose che volevo dire. È interessante questa riflessione che tu hai fatto a proposito del concetto di morte, ne parlavamo proprio questa mattina. Noi siamo abituati a pensare come all'evento, il momento in cui il respiro si ferma, il battito cardiaco, no? E effettivamente oggi la medicina si interroga quando. No, qual è la fase che noi possiamo definire morte? E in tutte queste tradizioni, induismo, buddismo, ma anche tradizioni tribali, invece vediamo che quello che noi definiamo morte è un processo di liminalità, di trasformazione, che richiede un periodo molto molto lungo. Poi ci sarebbero molte cose. È molto bella la cosa che dicevi della cremazione, perché l'elemento fuoco, no? L'elemento magmatico, che è la trasformazione, poi c'è l'elemento acqueo. Spesso, no, ho intravisto forse nella foto che c'è il fiume, no? E quindi molto spesso c'è un fiume, ecco, o il Gange o altri fiumi. Se non c'è il fiume, comunque le ceneri poi sono asperse con acqua. È bello, no? Quindi il fuoco, trasformazione, e l'acqua, che è il rituale appunto di passarsi, indica la liminalità. Vedevo le foto, ad esempio, oggi la prima serie ha a che fare proprio con l'attraversamento dell'acqua, no? Quindi molto interessante, e nello sciamanismo lo ritroviamo nel simbolismo della forgia stessa, no? Quindi elemento magmatico e elemento acqueo, che lo sciamano riesce a padroneggiare. Ma è attraverso il cibo, quindi i Pinda, che io riesco a garantire la trasformazione corretta, no? Quindi il fatto di andare verso un Pitra, no? Quindi un antenato, e non verso un Bhut, quindi uno spirito maligno. Grazie. Non, comme pour notre religion, nous avons le 7, voilà, et je ne sais pas si... Là, j'ai parlé seulement du Kanchobayu, mais selon les classements de chaque différent chaman, il y a différents types de bayou, et normalement sont 64. Il y a le numéro 39 pour les bayou et pour les bayou qui revient lié au Marut, qui sont des divinités védiques ou post-védiques qui sont liées au vent. Ils sont aussi des divinités qui déplacent, qui permettent le passage entre le niveau des vivants jusqu'au niveau des ancêtres. Donc il y a des numéros rituels qui reviennent, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est un numéro de 16. Peut-être tu sais. Oui, là, je vous ai expliqué, en général, c'est le rituel des Baoun Chetri, des autres castes de Baoun et Chetri, et au Népal central, et chez la communauté où j'ai travaillé. Donc, peut-être est-ce que dans d'autres communautés, même et au Népal, toujours du même groupe et de la même haute caste, ils ont des offrandes différentes ou des enjeux différents dans les offrandes et dans les rituels. Les Bhouts, ils sont nombreux, d'après ce que tu as pu voir, ou c'est exceptionnel dans la société de condamner une famille dans les siècles, des siècles à prier et à faire toutes ces offrandes? Alors, c'est très difficile car, alors, comment on peut dire, mais c'est vraiment très différent par rapport à chaque caste et à chaque groupe ethnique. Donc, par exemple, pour certains groupes ethniques, certains êtres surnaturels, ils sont considérés simplement des bayous. Pour d'autres groupes ethniques ou pour d'autres castes, ils sont considérés de la famille des Bhouts. Et il y a certains êtres surnaturels qui, par contre, se trouvent entre les deux. C'est la Kichkani, par exemple. C'est un esprit féminin qui est rattaché aussi à une idée de dame blanche dans nos cultures des Alpes. Et la Kichkani, c'est un esprit féminin ou d'une femme qui s'est suicidée après avoir été violée ou une femme qui s'est tuée et en étant
enceinte, elle devient un esprit et elle est classée certaines fois dans la forme de bout, mais on voit que dans certaines pratiques rituelles, par contre, on arrive à l'exorciser, à la faire revenir un pacobayo et à la faire continuer dans son chemin de... Oui, voilà. Oui, sinon elle est bloquée, mais donc est un bout, mais qu'on peut encore modifier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complexe et on ne peut pas vraiment définir de façon nette qu'est-ce que c'est un bout, car un bout, un bayou sont des êtres qui sont sur un spectre très ample et qu'on ne peut pas définir précisément, sinon à partir des croyances d'une caste ou d'un groupe vraiment particulier. Bon, je crois qu'on peut continuer alors dans la foulée. Stefano Beggiora, il nutrimento. Merci à Fabio.